Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Donc, on est à nouveau en live ce soir. Donc, on va vous parler avec Marc et Jacques. On va vous parler des lames. On va vous parler de flèches. Et notre ami Jacques va vous parler un petit peu de voyage de chasse au Canada, Québec. Donc, de ses expériences. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, on essaiera de vous répondre en direct à tout le monde, j'espère. Donc, ça y est. Marc, il est déjà malade. Attends, Marc, je vais te mettre le Ça y est, thermomètre. tu m'as déjà mis bloqué là. Vraiment. C'est moi qui l'ai. Ah ouais, c'est toi qui l'as. Mais je ne choisis pas l'écran, tu vois. Ah ouais, tout à fait, ouais. Donc, voilà, les gars, on voulait vous présenter un petit peu les lames de chasse. Alors moi, je vais vous présenter une seule lame parce que j'utilise une seule lame depuis des années. Donc c'est Et, la et- Street Trick Magnum. Quoi, Marc? Et j'utilise un tube bon marché. Mais j'ai choisi pas les ouais, ouais, tout à fait, ouais. donc voilà, les gars, on voulait vous présenter un petit peu les lames de chasse. On a un écho. Hein. Moi, il faut faire. Qui c'est de vous qui a un téléphone ouvert? Déconnectez-vous de. Attends, pas, je coupe. Voilà. C'est Hein? mieux là? Déconnecte-toi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Sinon, il y a un écho. C'est bon là. Donc, voilà, parfait. Donc, je recommence. Je vais vous présenter une lame Slick Trick. Donc, c'est ce que j'utilise avec un tube Easton. Donc, c'est la Power Flight. C'est un tube. Moi, je prends les flèches toutes montées. C'est un tube qui coûte. La flèche montée, je la paye 5 euros. 5 euros 10, un truc dans ce genre. Donc, pour moi, ce tube, il passe partout. Il est parfait pour moi. Donc, après, voilà, c'est mon avis. Je me trouve très bien avec. Je tire 68 livres et il est super efficace. Je l'utilise pour le sanglier, le chevreuil, pour tout gibier, donc même pour le ragondant. J'ai la même chose pour les cibles. Donc, j'achète les Power Flight par 24, voire 48. Et sincèrement, j'en suis super content. À niveau de la lame, c'est une Street Trick Magnum. Donc, c'est des lames très solides. La lame que vous voyez là a déjà tiré cette année 3 sangliers et pas souffert du tout. Donc, elle est impeccable. Après, c'est des lames qui sont très petites. À niveau du vol, c'est comme une pointe, une pointe cible. Donc, ça vole super bien. Je les aiguise aussi. Donc, c'est super facile. Donc, c'est vraiment une petite lame. Vous voyez? On voit que ta main là. Ouais. Ouais. Donc, elles sont démontables et elles sont super simples à aiguiser aussi. Une fois que vous avez pris la main, donc ça va très bien. Que je peux vous dire aussi à niveau du prix, les 4, moi je le prends par pack de 4. Je crois qu'ils sont 46 euros. Si je ne me trompe pas, ou 42, je ne me rappelle pas. Mais je les commande par 4 et c'est parfait. S'il y en a une qui est abîmée, on peut la changer. Donc vous pouvez commander vraiment des lames de rechange. Et je dis avec ça, cette lame-là, elle n'a pas été changée cette année. Elle a tiré 3 sangliers. Elle n'est pas abîmée. C'est vraiment du solide. Autant sur un sanglier que sur un cerf, sur du chevreuil. Donc, moi, je trouve super solide. Après, voilà, c'est comme mon avis. Il faut faire vos expériences. J'ai d'autres lames, mais sincèrement, je ne les utilise pas. Même pas pour le. Voilà, j'ai une Montec.
Le G5, hein, Jacques. C'est une Montec une très très bonne lame, facile à affûter. Tout à fait. Je l'utilise presque pas, des fois sur le ragondin, Dommage. mais lame très solide. Ouais. Donc voilà, Marc, il va vous la présenter dans les détails. Et voilà, pour ma part, c'est tout. Je vais laisser la parole à Marc, qui va vous présenter des autres lames. Lui, il a un stock. J'ai un stock. Donc, il va vous parler des autres lames. Et après, voilà, c'est comme je vous disais, autant les tubes que les lames, c'est essayez, faites votre idée et choisissez la lame qui vous va. Donc, je ne vous donne pas de conseils, prenez les strictiques. Si vous êtes bien avec des autres, mais vous trouvez bien, qui sont efficaces, restez-y. Donc, choisissez, c'est long, vos expériences, faites l'expérience. N'achetez pas de lames parce que Enzo, Marc, Jacques vous l'a dit. Prenez ça. Faites vos expériences et après vous trouverez votre bonheur. Voilà. Pour ma part, je laisse la parole à Marc. Bonsoir à tous. Alors, bon, comme dit Enzo, il parle beaucoup pour une lame. Donc, je vais vous présenter plusieurs lames. Donc, c'est des lames que j'utilise. Parce que je suis pas là pour avoir un stock de lames inutiles. J'ai, comme on dit déjà, la G5 Montec, dont vous a parlé Enzo, qui pour moi est la première lame pour un débutant. Elle est facile à affûter, très costaud et vole très bien. Voilà. Ça, c'est la G5 Montec. Je parlerai pas de prix parce que on n'est pas là pour passer le prix, on est plus là pour parler technique. Après, vous avez, ça, c'est les lames fixes. Vous avez après d'autres lames qui sont fixes, comme celle-ci, hein, la Dirnap, qui est une lame qui est plus une bilame avec deux petites ailettes, qui est une très bonne lame aussi, qui vole très bien. Il faut savoir qu'une lame de chasse, si votre arc est bien réglé, qu'elle soit bilame, trilame, quadrilame, volera toujours aussi bien. Il n'y a pas de différence entre une bilame ou une trilame si votre arc est bien réglé. Je pense que les connaisseurs, je pense pas, me diront le contraire. Si la personne qui me dit qu'une bilame vole mal, alors qu'une trilame vole bien sur son arc, c'est que son arc est pas bien réglé. Exactement. Donc là, on a une bilame. Nous avons après les lames semi-mécaniques, si je peux dire, qui est la rame 4. Car je dis semi-mécanique parce que c'est des lames qui sont fixes, mais avec des lames qui peuvent se recourber une fois qu'elles ont touché le gibier. C'est-à-dire que si la lame, une fois rentrée, en se retirant, si elle est restée dedans, va recouper dans le sens inverse. Ouais, voilà. Donc moi je dis semi-mécanique, mais bon. C'est hybride. Et après vous avez les lames mécaniques, comme la G5. Moi c'est pas la G5, là c'est l'hypodermique. Hein, c'est une Reg. Voilà, qui en fait au choc va s'ouvrir sur une largeur de 2 pouces. Voilà. Bon, c'est des lames que j'utilise sur des arcs qui sont assez rapides, disons, et qu'il faut un certain KE pour pouvoir avoir des bons résultats. Ça, c'est les lames mécaniques. Ça, c'est on va y laisser les doigts parce que elles sont affûtées. Ça, on est passé sur les lames grand gibier. Sur des lames petit gibier, vous pouvez utiliser de la judo. C'est tout bête, mais qui va bien sur le petit gibier pour faire des notes pour s'entraîner. C'est une lame qui est, je sais pas si vous la voyez bien, qui est faite avec plusieurs griffes pour arrêter la flèche dans l'herbe pour éviter de les perdre. Nous avons aussi des lames, nous mettons plus des lames, là, on passe sur du blunt. Donc du blunt à visser en 100 grains que j'utilise pour le ragondin. Et oui,
j'utilise du blunt sur du ragondin. Et vous savez que du blunt avec un bon arc, à 25 mètres, même 20 mètres, votre ragondin, il part pas. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des lames. Sauf si vous voulez vraiment tirer très loin, où là, vous pouvez utiliser des lames bon marché. Alors, quand je dis lames bon marché, c'est des lames, je dirais pas de marque, mais c'est des lames à 3 lames pour 20 euros, quoi. Mais des lames toutes simples, avec une astuce derrière, que vous pouvez trouver n'importe où. C'est des valves de chambre à air. Vous allez voir les monteurs de pneus ou votre garagiste, vous récupérez des valves de chambre à air et vous mettez sur votre tube. Ce qui freine votre tube et qui évite que votre flèche traverse le ragondin et vous le perdiez. C'est des petites astuces. Sinon, il faut viser la tête. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, je vise toujours la tête, mais bon. Ensuite, vous avez, alors après, on va parler flèches. Mais toutes ces flèches-là, alors il y a d'autres différents blunts, comme vous avez des blunts comme celui-ci, qui sont aussi efficaces pour du ragondin. Ah ouais, je parle pas que de lames. Et je ne vois pas le retour. Je sais même pas si on voit les lames. Faut que tu décales un petit peu. Ouais, Voilà, très bien. On les voit? Bon, ok. Voilà, donc toujours avec les rondelles, avec les valves de chambre à air pour arrêter les flèches. C'est tout bête et ça coûte rien. Ensuite, vous avez différents blunts. Donc après, vous avez des flèches qu'on utilise avec les arcs traditionnels. Donc des plumes plus avec des blunts de caoutchouc pour tirer le petit gibier au vol. Tout simplement, ça va bien. Ou alors après, vous avez des lames, toujours voilà pour le tradi, qui sont beaucoup plus importantes que pour un arc à poulie. Bon, ok, c'est quoi comme modèle cette lame cette lame, c'est une Silforce. C'est une Silforce. Voilà. Mais que j'utilise pratiquement au tradi. Je l'utilise pas en arc à poulie. Ok. Il est 20h30. Tu m'as dit quand vous pouvez répondre aux questions. Hein. Voilà. Ensuite, bon, pour les tubes, c'est simple. Soit vous utilisez des tubes tout bêtes en aluminium pour tirer du ragondin, ça coûte rien. Vous perdez pas grand chose. Si vous prenez un tube en aluminium qui vaut 3 euros avec une lame qui vaut 20 euros les 3, pour un ragondin, ça va largement. Par contre, pour le gros gibier, je tire, et Jacques, tu ne ris pas, je tire de la X-Impact, qui est une flèche très légère, avec des embouts exprès pour pouvoir visser les lames dessus, qui sont très légères. Mais mes flèches favorites, c'est la carbone. C'est la carnivore. Voilà. Et c'est une flèche qui vole très bien, maintenant ça fait 3 ans que j'en ai cassé qu'une. Donc c'est des flèches qui sont, et à travers sanglier, chevreuil et tout. Les flèches de chasse peuvent être équipées aussi d'encoches lumineuses. Donc je sais pas si si je vais pour l'enclencher. J'ai pas le truc. Hein? Une flèche sur le mur. Oui, bien sûr. Bon, enfin, vous avez des encoches lumineuses que vous trouvez, qui vous permet, ces encoches lumineuses, c'est pas une obligation. Elles sont utiles si vous chassez en sous-bois, tout simplement, ou en tombée de nuit, pour pouvoir repérer votre flèche et contrôler votre tir. Tout simplement. Mais ce n'est pas une obligation. Voici. Et après, vous avez des pointes, ce qu'on appelle des pointes d'entraînement, qui sont généralement fournies pour certaines, les mécaniques sont fournies avec, d'autres sont à part. C'est des lames qui ne sont pas affûtées et qui sont faites pour pouvoir vous entraîner et faire votre tout simplement. Voici. Et donc, bien sûr, qui dit lame, dit affûtage. Alors, la moindre des choses, c'est d'avoir un bout de flèche avec un insert, tout simplement, sur lequel on vient fixer sa lame. Tout ça pour éviter de se couper les doigts.
Et après, c'est très simple. J'ai soit le petit bloc diamant pour affûter, et là, vous voyez, la G5, en plus, l'avantage, c'est qu'elle s'affûte à plat, très facilement. Soulève un petit peu, on voit pas à l'écran. Ouais, voilà. Vous avez la G5 avec le bloc Voilà. qui vous permet d'affûter facilement. Vous voyez, la G5, en plus, se pose à plat sur le bloc et s'affûte très facilement. Soit j'ai des petites, toujours au point de diamant, j'ai des petites limes, si on peut dire, plus ou moins de la médium pour attraper une flèche qui a pris un caillou, de la fine pour la finir, et ma botte secrète, un morceau de cuir collé sur un bloc de bois qui me permet d'affiner mes tranchants. Le morphine. Voilà. Bon, ça, c'est une partie qu'on verra par la suite, surtout quand on travaillera sur les setups des flèches ou on travaillera sur les affûtages aussi. Voilà. Et petit rappel pour les lames mécaniques, c'est que difficile à affûter, vous avez toujours des kits de rechange pour pouvoir changer vos lames. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour des flèches et des lames qui est utilisable. Il y a plein de modèles sur le commerce. Donc, comme disait Enzo, l'idéal, un arc bien réglé et prenez la lame qui vous convient le mieux. Des lames, des fois, j'ai plus confiance sur un sanglier avec une G5 qui est toute bête qu'avec d'autres lames. Par contre, mes lames favorites, il n'y a pas de secret. Vous prenez la... J'avais tellement que je vais le faire. Quoi vous connaissez ces lames-là, ou ces lames-là, c'est celles qui équipent mon carquois en permanence. J'ai pas d'autres lames que dans mon carquois que ça. Et avec ça, je peux chasser tous les gibiers. Mettez la main un petit peu plus au centre de l'écran. Un peu plus au centre. Ouais, tu descends un peu. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Encore un peu. Faudrait que tu descends la DRT. Là, c'est mieux là? Parce que je vois pas, j'ai pas de gros retour, donc voilà. Donc ça, c'est les lames qu'on utilise. Ouais. Donc voilà, c'est le principe des lames. Donc sur ce, réglez bien votre arc. Toutes les lames vous conviennent bien. Okay. Et sur ce, si je peux ajouter juste une chose. Oui. C'est au niveau du choix des lames. Si vous ne sentez pas du tout la force, si on peut dire, d'affûter les lames, acheter des lames avec des lames interchangeables, parce qu'il faut vraiment que les lames soient tranchantes comme des rasoirs. Il y a certaines lames qui, au sorti de la boîte, ça coupe pas beaucoup plus qu'un couteau à beurre. Donc, si vous ne savez pas affûter, que vous n'avez pas envie d'apprendre, achetez des lames tranchantes, vraiment très tranchantes. La Montec, par exemple, qui a montré Marc, c'est parmi, pour moi, une des meilleures avec les Ram 4. C'est vraiment un très, très bon choix. Après, si vous savez affûter les lames, si vous avez une passion pour les couteaux, les choses comme ça, bah, vous choisissez ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas ou que vous n'avez pas envie, acheter quelque chose avec un tranchant, rasoir, c'est vraiment la chose à retenir. Voilà. J'ai une question de Mario. J'ai une question de Mario qui me demande le poids de la flèche de la carnivore. Alors, faut savoir ce qu'il veut savoir, si c'est le poids du tube ou de la flèche complète. Voilà. Mais bon, je pense que Jacques pourra lui donner, a priori, je l'ai plus en tête exactement, mais je crois que c'est, et ça dépend du spin aussi. Donc, c'est des questions qui sont très difficiles pour répondre, je pense. Alors, la 350, si mes souvenirs sont bons, elle est à 7 grains 4. La 400 doit être à 6 grains et quelques. Ça doit être 6 grains 5. Voilà, après, ça dépend vraiment du spin. Sinon, il suffit d'aller sur le site de Black Eagle, à Raw, et dessus, il y a comment ça s'appelle, la charte avec le poids par spin, en fait. Si j'arrive à retrouver le catalogue, mais je dois la voir aussi, mais je ne sais plus où. Donc, voilà. Enfin, ça fait partie des flèches les plus légères qui est sur le marché à l'heure actuelle. Voilà.
Donc, et je répondrai à Mario parce qu'il veut savoir complète. Mais donc c'est complète, le poids d'une flèche complète dépend du poids de lame qu'on met en tête, des vannes qu'on va mettre derrière, de l'encoche et du bois de tube et du spin du tube. Donc pour ça, faut faire des essais, on peut pas le savoir à l'avance. Voilà. Donc je vais laisser Scienzo Weber d'Objection, je vais laisser la parole à Jacques qui va nous faire partager son expérience, ses voyages au Canada, hein, pour nous parler un peu de ce beau pays qui attire beaucoup de monde. Je voulais faire, avant ça, je voulais quand même faire quelques autres réponses. Oui. Déjà, on a Patrick qui est connecté. Donc, Patrick, bonsoir et merci pour aujourd'hui, pour ton live. C'était super. Après ça, on a Géraud qui nous demande que pensez-vous du VRX 28 de Mathieuze. Ça, c'est Jacques qui peut le répondre. Ça, c'est un très bon arc de chez Matthews. Après, tout dépend ce qu'il veut faire comme type de chasse, dans quel milieu il évolue. Après, c'est vraiment des choix qui sont très, très personnels. Il y a des gens qui adorent Matthews, qui ne jurent que par ça. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Enfin, ça, c'est pareil pour l'automobile, n'importe quel. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer le 28 et le 31,5 il y a quelques temps. C'est deux très bons arcs qui sont relativement souples. Après, j'ai ce qui me gêne chez Matthews, c'est la position en fait du grip. Je trouve la poignée un petit peu trop basse. L'arc a tendance à un petit peu trop piquer du nez, mais c'est que mon avis. Après, dans l'ensemble, c'est un très bon arc. Voilà. Ok, j'ai une autre question, Frédéric. Bon, Frédéric Poirot, c'est un membre de chez nous. Donc, il me demande comment affûtez-vous les G5. Frédéric, on ne les affûte pas. Tu ne chasses pas. Donc, la G5 La G5, pierre au diamant. La G5, pierre au diamant. Voilà, tu vois, Marc répond. Une petite astuce pour être sûr d'avoir bien affûté chaque côté, vous prenez un marqueur noir là, vous faites chaque face et quand vous avez frotté en général une dizaine d'allers-retours par face, vous verrez que tout le marqueur s'est enlevé. Donc votre lame en général est quand même relativement tranchante. Après, l'astuce de Marc là, de passer sur une planche avec un morceau de cuir voilà, par-dessus, ça permet d'enlever le morphile et donc d'avoir un tranchant rasoir et c'est ce qu'on recherche, quoi. Et qu'il faut que vous recherchiez absolument. Voilà. Ok, j'ai une autre question, c'est Robin Desmond. Il nous demande, bonsoir, comment aiguiser ces lames lorsqu'on n'a pas de pierre à eau. J'ai des trilames de chez J5 et des bilames de chez Coup du Pont. Coup de Ponte. Coup de Point. Ouais. Coup de Point, ouais. Sans pierre, faut investir, c'est le minimum. Et après, pour affûter les coups de point, à la limite, avec un fusil, s'il a un fusil, l'idéal, c'est les fusils céramiques. Après, sinon, l'idéal, c'est la pierre à affûter. Ça se met dans la poche ou le sac à dos de chasse. C'est pas ce que ça coûte, ça vaut l'investissement, ça vaut une trentaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Après, vous pouvez utiliser plein d'autres marques. Après, il ne faut pas chercher non plus des grains hyper fins. Quand on est aux alentours de 1000, entre 1000 et 2000 grains, c'est vraiment très très bon. Après, voilà, faut le minimum pour un chasseur à l'arc, c'est d'avoir investi dans un petit système d'affûtage. DMT ou G5, là, comme présente Marc, c'est du très très bon matériel. Alors, j'ai une personne qui te salue, Jacques, c'est Vincent Ginesti, naturaliste. Salut Jacques, bonsoir à toi et les tiens, à bientôt. Merci Vincent, j'espère qu'on va se voir cet été.
Ça s'ils nous font sortir, oui. Je pense qu'il faut se demander si on va pouvoir chasser au mois de juin. Ah, ça. Mais écoute, moi j'ai eu un petit téléphone aujourd'hui. Normalement, on devrait pouvoir commencer, si ce n'est pas au 1er juin, mais au 15, on devrait pouvoir commencer. Donc, pour les affûts d'été, donc je pense que c'est bon. On est sur la bonne route. J'espère. J'espère aussi. J'espère aussi. Après ça, on a d'autres questions. Alors, on a Edouard qui est connecté aussi. Salut Edouard. Matthews, ça passe partout, Jacques. Mais c'est Voilà. parfait, tu vois. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je suis pas content. Exactement. Ouais. Voilà. C'est clair. Olivier Charlier, il nous demande une marque de pierre de diamant. Oui, je lui ai répondu d'ailleurs. Alors, les pierres diamants, celle que je vous ai montrée, c'est la G5. Voilà. Et elle marche très bien. Vous avez deux faces, hein, une moyenne, une fine, et ça marche très bien. Ok, super. Après, on a Sébastien Dufour. Comment aiguiser les dirt naps? Il n'y arrive pas, lui. C'est des lames rouges. Ouais. Alors, Il faut enlever, en fait, il faut investir dans un petit système, enfin dans des écrous, pas des écrous, pardon, des tournevis de précision. Enfin, dans l'absolu, c'est ce que je fais. C'est dévisser la toute petite vis là, avec l'empreinte torx pour pouvoir avoir accès à la lame uniquement et enlever les deux bleeders, là, c'est les deux petites ailettes que vous voyez qui gênent un peu quand on veut faire un affûtage avec, par exemple, les kits Lansky. Pour ceux qui connaissent, là, ça fait comme une pince qui prend la lame. Vous passez sur et vous faites un affûtage. Lansky fait un kit avec des pierres style Arkansas, mais il fait aussi ce que je recommanderais pour à peu près toutes les lames modernes, les kits qu'ils font avec les pierres au diamant, parce que les aciers qui sont utilisés sur les lames modernes sont des aciers la plupart du temps qui sont vraiment très très durs. Donc il faut utiliser des pierres au diamant. Si vous utilisez des pierres classiques, vous allez passer vraiment un bon bout de temps, ça fera le boulot, mais vous allez y passer un temps possible. Voilà, Après, la dernière question, et après on laissera la parole à Jacques. Alors, la dernière question, c'est Torjim Chasse, donc c'est mon copain Greg, qui nous pose une question. Quelle flèche pour un Bir Glizy 28 d'allonge avec 50 livres de puissance, longueur de l'arc 58? Merci. Tu peux répéter que j'enregistre? Donc, Bir Glizy. On regardera ensemble. 58 livres? 50 livres. Donc, ouais. 500. Hein. Et la longe? 28. 28. Et le poids de pointe? Ah ouais, là, tu... spécifié. Et voilà, donc on n'a pas tous les éléments. Je pense que c'est du 125. Connaissant Greg. Entre le 500 et le 400, on doit être à cheval, je pense. Après, ça dépend aussi de la vitesse de l'arc. Parce que ça aussi, ça joue pas mal. Après, sinon, une chose qu'il peut faire, c'est aller, il y a le site de Victory Arrows qui vous permet, en rentrant toute une série d'éléments, dont la vitesse IBO de l'arc, d'avoir la flèche la plus proche de la réalité. Moi, je l'utilise pas mal et ça lui permettrait d'avoir le bon spin. Donc là, je quitte le chose, mais s'il veut me contacter un peu plus tard, il n'y a pas de souci, on regarde ça ensemble. Ok, donc si vous avez des questions, les gars, vous pouvez soit laisser des messages après sur la vidéo. On prendra plus de temps, on vous répondra à tous.
soit vous pouvez contacter Jacques en privé ou même Marc. Je vous donne même son numéro privé. Tous les intervenants, les membres qui viennent vous donner des conseils sont joignables. Que ce soit Jacques, que ce soit Antoine, que ce soit tous ceux qui viennent dans leur partie, vous leur posez des questions et les contacter par la suite pour le reste. Donc, super les gars. Donc, on va laisser la parole à Jacques pour nous faire partager son expérience de chasse au Québec. Merci. À toi, Jacques. Moi, bon. Donc, en fait, bon, c'est un voyage qui date un petit peu maintenant, parce que c'était en juin 2015. C'est un petit peu un rêve de gosse qui s'est réalisé, si on peut dire ça. Donc, je suis parti à l'Ours, donc là, une des meilleures périodes, donc c'est dans le milieu du mois de juin. Donc après, faut savoir que le Canada, c'est le pays des moustiques avant d'être le pays des ours. C'est ce qu'on m'avait dit avant de partir, et je peux vous l'assurer, c'est vraiment le pays des moustiques, parce que rien qu'en sortant de la ville de Montréal, à un moment donné, je me suis arrêté un petit peu pour essayer de relire mes notes de route. Et les moustiques commençaient déjà à rentrer dans l'habitacle. Donc après, le soir, quand je suis arrivé à la pourvoirie, je ne sais pas si je peux faire un peu de pub pour la pourvoirie. Tu peux donner le nom, Donc c'est la pourvoirie Windigo qui se trouve le long de la rivière qui s'appelle Windigo, justement. C'est Martine et Daniel. Donc j'ai fait un voyage qui a duré quand même une bonne c'était 5-6 heures de route, parce qu'il se trouve quand même relativement haut dans le pays. Donc quand je suis arrivé le soir, donc il y avait un ami qui était déjà là, Patrice. Allez, il est peut-être 5 minutes qu'on est resté dehors, le temps de sortir, se dire bonjour et sortir les affaires. Je me suis fait bouffer par les moustiques, ce qui fait rigoler à chaque fois les proprios de la pourvoirie, parce qu'on dirait que les moustiques savent qu'on est des petits Français, parce qu'ils mangent que les petits Français et pas les Québécois. Et franchement, c'est hallucinant. Là, avec le confinement, je me suis replongé dans mon ordinateur. Là, je suis en train d'essayer de finaliser justement le film de cette chasse que j'ai faite. Et vous verrez, à un moment donné, j'ai filmé ma main. Et sur l'équivalent peut-être d'1 centimètre carré, il doit y avoir une trentaine de maringouins. Donc, ces moustiques qui vivent en nuages. Une chose qui est indispensable là-bas, c'est d'avoir une tenue qui est vraiment étanche. Alors, pas qu'à la pluie, mais étanche aux insectes. Un filet, donc les espèces de moustiquaires là, comme utilisent les apiculteurs. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Il y a une chose aussi qui est quand même relativement efficace, c'est le thermacell. Et là, le thermacell, c'est quelque chose de génial. Ça vous permet d'avoir une bulle, entre guillemets, où vous êtes tranquille. Ça doit faire 1 mètre de rayon. Et dès que la cartouche s'arrête, vous voyez tous les moustiques qui cherchent qu'une chose, c'est essayer de vous bouffer. Moi, une journée, j'ai oublié de bien fermer un scratch de mon gant. Quand je suis rentré là pour pourvoirie, j'avais dévoré le poignet. Sinon, donc après, pour parler de la chasse à l'ours, on fait des affûts en hauteur. Donc après, les gens de la pourvoirie vont appâter des postes. Parce que là, c'est chasser à l'approche, c'est impossible. La forêt est beaucoup trop dense. En plus, il y a un risque franchement énorme de se faire croquer. Moi, là, si j'arrive à sortir la vidéo d'ici le courant de la semaine, vous verrez. Les ours, je ne les entends pas arriver. Un ours, ça fait 5 kilos, voire beaucoup plus. Nous, quand on marche, ça craque.
en amotte tout quartier. Un ours arrive, celui que j'ai tiré quatrième jour, je crois. Je l'ai vu arriver, je l'ai vu passer sous mon afflux. C'est assez impressionnant. Au niveau du tir, une question qui était posée, c'est des tirs qui se font relativement près. Moi, le mien d'affût était à 15 mètres. Donc c'est relativement près. Après, la difficulté, c'est que les forêts sont relativement sombres. Le fait d'avoir le filet qui est noir, donc qui assombrit encore plus la chose, et d'avoir les moustiques qui sont tout autour de vous, vous avez l'impression d'avoir une ruche qui est au-dessus de votre tête, ça ajoute encore un stress supplémentaire. Et le fait de savoir que les ours peuvent très facilement vous grimper à l'arbre et venir vous taper sur l'épaule, ça met un petit peu quand même de stress. Après, c'est une chasse qui est vraiment une chasse de patience, parce qu'en général, on vous pose sur les coups des 15 heures et ils viennent vous récupérer vers 20h30. Donc, c'est en général, moi, mon ours, je l'ai tiré, c'était même pas 5 minutes avant que un des guides de la pourvoirie vienne me chercher. Et donc, il faisait noir. Donc, j'ai eu la chance donc, de pouvoir tirer un ours. On a contacté, c'était David, des guides de la pourvoirie, qui m'a dit on fera la recherche le lendemain. Donc, on est descendu, j'ai retrouvé ma flèche. On a vu du sang sur une 60aine de mètres. Je me suis dit on va le retrouver. Le lendemain, on y est retourné. Et on a fait facilement 350-400 mètres, où donc j'ai retrouvé l'ours. Bon, c'était pas un ours monstrueux, c'était un ours qui faisait dans les 70 ou 1 kg, sachant que sur la pourvoirie, il y en a qui ont été tirés qui faisaient dans les 150-170 kg. Et en fait, c'est un autre ours adulte, très certainement le boss du coin qui en a mangé une partie. En fait, il avait attaqué ses tripes. C'est pas très ragoûtant, mais bon, c'est comme ça. Les ours se mangent entre eux et voilà. Donc après, sinon sur un séjour, donc en général, vous pouvez pêcher le matin. Moi, je suis pas un grand pêcheur, mais ça m'a vraiment plu. En plus, on a eu la chance de rencontrer un local qui connaissait des spots magnifiques. Il m'a fait pêcher l'ombre au chevalier. Et j'ai passé un moment vraiment extraordinaire avec des gens qui sont franchement d'une gentillesse. J'ai jamais vu ça. Même en ville, quand je reviens un peu au début du voyage, en fait, le GPS me disait de sortir à une sortie. En fait, c'était 3 sorties plus loin. Là-bas, vous mettez votre clignotant et toutes les voitures s'arrêtent et vous laissent passer. Pourtant, c'était 12h30 heure locale. Donc, tout le monde partait. Et voilà. Il y a des gens civilisés. Et après, je me suis arrêté à une essence pour faire le plein, pour pouvoir être sûr d'arriver à la pourvoirie et après revenir après au retour. Les gars vous font le plein. Ça m'a rappelé quand j'étais nettement plus petit, quand mon père était en coopération en Algérie, où les gars faisaient le plein dans les stations essence. Autre chose, dans les stations essence, c'est aussi là où ils vous vendent les permis, les tags, donc les permis pour l'ours ou au gibier. Faut savoir que là-bas, les armes se vendent presque comme nous, quand on va acheter une baguette. Donc, je suis rentré dans une station qui n'était pas immense, mais bon, c'était une assez grande station. Vous avez des arcs, des arbalètes, des carabines, des armes à la poudre noire. C'est franchement dépaysant. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est franchement la gentillesse des Québécois
Oui. Qui a pas pour moi pour l'instant. Enfin, j'ai encore voyagé ailleurs, mais j'ai pas rencontré des gens aussi gentils que là-bas, quoi. Donc, c'est un voyage très agréable que tu as apprécié Ah et, ouais, franchement et après. très apprécié. Par contre, sur des chasseurs qui aimeraient chasser au Canada, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu le conseillerais plus à des chasseurs plus aguerris ou des débutants pourraient faire le voyage? Comment le verrais-tu? Alors, débutants, non, parce que le placement, en fait, l'anatomie de l'ours, elle est assez variable en fonction en fait, de la position dans laquelle il se met. Parce que vous avez la plupart du temps, quand ils sont attaqués, ils mettent l'appât sous des morceaux de bois pour essayer de tenir l'animal le plus longtemps possible et qu'il offre des positions de tir les plus faciles. Mais aussi, il y a des appâts qui sont mis sur les arbres, un truc qui sent un peu une espèce de framboise. Et là, très souvent, moi, un des beaux que j'ai vu mais que j'ai pas pu tirer parce qu'il y avait des branches qui gênaient, ils se tenaient debout. Et je connais des gens qui les ont tirés debout. Bon, faut avoir, je pense, un petit peu d'expérience déjà dans le tir, avoir déjà tiré quelques animaux. Ouais, non, c'est plus quand même pour quelqu'un qui a déjà eu, je pense, quelques animaux. Après, en termes de puissance, au niveau du matériel, il faut pas des arcs ultra puissants. L'ours, c'est un animal qui est quand même assez fragile. Euh, je connais quelqu'un, une femme qui a tiré un ours avec un arc de 45 livres et je crois qu'elle a 25 d'allonge. Ouais. Donc, après, c'est comme tout, c'est comme pour le gibier qu'on a en Europe, il faut connaître l'anatomie du gibier sous toutes les coutures. Surtout maintenant, là, il y a des logiciels et des applications là, sur smartphone où on a la possibilité d'avoir les organes vitaux sous toutes les coutures. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde dans mon téléphone, mais il est 21h. Il y a un jeu, qui est un jeu de chasse à l'arc qui a été fait par un gars, je crois, c'est un Norvégien. Qui est parti chasser un petit peu partout sur la planète et qui a mis tous les animaux avec les zones vitales et en fonction des zones, et des angles dans lesquels on va le prendre, on a la zone à viser. Il y a certaines qui sont un petit peu limites, mais bon, ça passe si on a un arc puissant. Mais pour en revenir à l'ours, je pense qu'avec des arcs entre 50 et 60 livres, on est largement bon, sachant que les tirs se font pas très loin, c'est entre 15 et 20 mètres. Bon, après, là, c'était sur la pourvoirie où j'étais. Après, j'ai eu d'autres sons de cloche, des clients qui sont allés dans des pourvoiries. Bon, il y avait des tirs qui se faisaient 35-40 mètres. Bon, après, un ours, c'est quand même assez gros. La zone vitale, les poumons sont quand même assez importants. Après, c'est chacun de compétences. Je pense que 20 mètres, c'est 20-25 mètres. Après, tout dépend de la taille de l'animal, mais vaut mieux mettre quand même toutes les chances de son côté et essayer de le tirer dans les 20 mètres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des bagages, la plupart des compagnies limitent à 23 kilos. Une autre chose, pendant mon séjour, je suis passé par à peu près toutes les saisons sur le séjour. Je suis arrivé, c'était 12h30, à l'ombre, il faisait 32 degrés. 2 jours après, dans la nuit, je me suis gelé, j'ai sorti la couverture, et le matin, quand on s'est réveillé, il avait neigé. Ça a fondu dans la journée, et dans la journée, on s'est retrouvé avec un orange bleu. Tellement d'ailleurs que le guide David est venu nous récupérer parce que faut savoir aussi qu'il y a quand même pas mal de sécheresse et qu'avec les orages, dans le coin où on était, c'était un coin qui était en vigilance feu.
Donc la forêt risquait de prendre feu et bon, bah, comme ils avaient besoin de garder leurs clients vivants, ils sont vite venus nous récupérer. Et nous, c'est vrai qu'on est parti et on a vu un éclair bah, qui a fendu un arbre en deux et bon, c'est assez impressionnant. Donc, pour aller là-bas, il vous faut, au niveau tenue, il faut donc ben, des vêtements pour l'été parce qu'il fait quand même relativement chaud, mais tenue de pluie, quelque chose de chaud parce qu'il peut faire froid. J'ai un copain, Geoffrey, je ne sais pas si on regarde, qui est Geoffrey Ferral, qui est parti il y a 2 ans, je crois. Et donc, lui, quand il est arrivé, il venait à peine de finir de geler, de neiger. Donc, il a eu une mauvaise condition météo, mais il est parti un peu plus tôt que moi. Donc après, sinon niveau matériel, donc bon, après poulie ou tradi, à voir. Enfin, les poulies ont l'avantage, vu qu'on est perché, c'est quand même plus simple, plus pratique d'avoir un arc à poulie. Les arcs traditionnels, ça te fait. J'ai des qui l'ont fait, donc il n'y a pas de souci. Des clients aussi. Après, le truc, ça va être pour le transport, où là, ça va être un peu galère. Sinon, donc, pour en revenir aux avions, donc après, moi j'ai utilisé une housse, un trolley de chez Legend, le modèle Everest, donc où j'ai tout mis dedans, l'arc, les chaussures, les diverses tenues. Et donc après, bah voilà, le thermacell, ne pas oublier. Thermacell, des cartouches de gaz de secours, des pastilles pour éloigner et indispensable aussi. Donc, l'idéal, c'est un chapeau. Moi, j'avais un bob, c'était pas assez. Il y a une fois, j'ai le bob qui s'est un petit peu recroquevillé sur mes oreilles et donc les moustiques se sont fait les maringouins un régal de me bouffer le bord des oreilles et le front. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'oublie, je sais pas. Si, En fait, c'est un super voyage. bah, c'est un voyage à faire. J'ai fait. Ouais, moi, j'ai commencé le tir à l'arc, j'avais 15 ans, j'en aurais bientôt beaucoup plus. Et donc, j'avais vu en connaissance de la chasse un reportage de quelqu'un qui était à l'ami de celui qui m'a fait découvrir le tir à l'arc, qui s'appelle, c'était Gilles Raymond, qui, je crois, travaille maintenant chez Decathlon. Et donc, j'avais vu un de ses reportages et il avait été chassé donc au Canada et j'avais vu ces images. Et il était revenu quelques temps après, il m'a raconté son voyage et bah, ça m'avait fait rêver. Et bon, bah, j'ai réussi à concrétiser ce rêve. Après, un petit peu plus tard, là, je suis parti en Afrique du Sud en 2017. C'est autre chose. Après, c'est 2 pays différents. Enfin, là, il faut savoir que une chose, c'est quand vous allez tirer votre ours, bah, la chasse est terminée. Donc, si vous voulez le tirer au début, bah, entre guillemets, votre chasse, elle est finie. Bon, après, bah, vous pouvez aller filmer les copains. Moi, j'avais donc un Patrice qui m'avait filmé. J'avoue que c'est une très bonne chose d'avoir quand même quelqu'un à côté, surtout la première fois, parce que bah, quand on ne sait pas ce qui nous attend, qu'on ne connaît absolument pas la bête, alors l'anatomie, je l'avais étudiée, mais bon, c'est une chose. Après, le voir en vrai, c'est encore autre chose. Savoir faire la différence entre un gros ours, un petit ours, bah, c'est pas franchement évident. Alors, tout le monde, les chasseurs chevronnés vous me diront, quand tu vois les oreilles toutes petites, c'est un gros ours. Ouais, bon, ok. Le problème, le premier ours que tu vois, bah, tu as l'impression que c'est un monstre. Et après, t'en vois un deuxième, bah, tu sais plus trop comment était le premier. Et bon, en général, on a un peu gagné par l'euphorie. Donc, arriver à estimer
un ours, je pense que c'est franchement très difficile. Voilà, j'ai l'intention d'y retourner. Justement, j'espère peut-être l'année prochaine. Parce que là, maintenant, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas ce qui nous attend. Et sinon, donc, avec Geoffrey, peut-être d'autres amis, donc on devrait partir au Canada. Alors là, ce ne sera pas pour l'ours, ça va être pour le dindon sauvage. Bon, mais je te remercie beaucoup, Jacques, de ce partage. Et je sais pas, Enzo est pas là, mais je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ce live sur Passion Chasse à l'Arc. Et nous continuerons certainement à te recontacter comme d'autres membres de la communauté pour partager ces histoires de chasse et donner plein d'astuces encore aux gens qui en ont besoin, aux novices et à tout le monde. Je te remercie beaucoup, Jacques. Et merci bien de ta présence. À plus. À plus. Je vois Gilles Raymond. Je crois que Jacques, que Marc, il nous a abandonnés. Tu me vois, Jacques? Ouais, je te vois. Ok. Je te remercie aussi. De rien, donc, merci. C'était super expérience. Et je te dis à bientôt. Dans le groupe, justement, on avait Serge Drama, que lui, il est patron d'une pourvoirie au Québec, qui nous a suivis. Donc, on fera un prochain live semaine prochaine avec lui. Donc, il va nous présenter justement, il va nous parler de la chasse à l'ours avec les méthodes qu'il utilise. C'est un archer depuis presque 20 ans qui chasse à l'arc, qui chasse au traditionnel. Et il va nous faire part justement de pas mal de conseils et il va nous expliquer vraiment comment ça se passe la chasse à l'ours, comment ça se passe les autres types de chasse là-bas chez lui. Donc ça va être aussi un super live, ça va être super intéressant. C'est quel pourvoirie, Enzo? Je ne peux pas te le dire, je t'envoyerai le message en privé. Ok, parce que ça sera lui qui va la présenter. Ok. Mais je t'envoie le message en privé dès qu'on arrête. Ok. Allez, bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tous.